voudrais élaborer un peu et un peu continuer dans la discussion à approfondir ces remarques. Tout d'abord, la vie de Robert Johnson, ça correspond avec la période de l'histoire aux États-Unis, quand les Noirs américains étaient vraiment installés au sud des États-Unis. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas des Noirs américains au sud des États-Unis maintenant. Évidemment, il y en a. Mais c'est que c'était pendant une période pas trop loin de la période de l'esclavage, où la vie de la plupart, de la majorité des Noirs américains, des Africains-américains, ont fait partie de la vie des cultivateurs. Une vie rurale, et tu as vu dans le film que Johnson, il a joué dans ses juke joints, un peu ici par là. Donc, il faut vraiment penser de cet environnement, cet milieu du sud des États-Unis, surtout dans un État comme Mississippi, où il n'y avait pas des grandes industries, pour vraiment comprendre sa vie. Mais c'est-à-dire aussi que dans sa vie, il y avait une migration, ce qu'on appelle en anglais the Great Migration, des Africains-Américains du sud aux villes industrielles du nord. Et que dans la période de Robert Johnson, et lui, il a fait quelques démarches dans les villes comme Chicago. Mais comme vous avez entendu, c'était vraiment difficile à voyager comme ça et pour gagner la vie. Mais de toute façon, ce qu'on peut constater maintenant est que nous n'avons pas la musique de Motown sans la musique de James Brown, qui est venu de Georgia. Nous n'avons pas eu une industrie comme les industries. Je viens de Détroit, donc je pense à Détroit tout d'abord. Mais nous n'avons pas les industries automobiles sans avoir les cultivateurs du Sud. Nous n'avons pas la musique de B.B. King, qui est allé au Chicago et qui est devenu très célèbre, sans un musicien comme Robert Johnson. Donc, il faut penser un peu de cette trajectoire du Sud au Nord, et qu'est-ce que ce film peut vous donner en ce qui concerne la vie des Noirs américains dans un environnement rural. So, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que vous avez entendu par rapport à ce film est qu'il y avait une tension entre ce qui est sacré et ce qui est profane dans la vie spirituelle, dans la religion des African Americans, des Noirs américains. Que nous entendons cette métaphore du diable, le diable au carrefour, et que ce n'était pas seulement Robert Johnson qui a eu cette titre de quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable, mais c'était une façon à parler de cette forme de musique qui apportait quelque chose un peu dangereux. So, à mon avis, c'est important de penser, de comprendre qu'est-ce qui c'est de la religion, le chrétianisme pour les Noirs américains dans cette période, surtout une période qui était shaped, qui était fondée par les lois ségrégationnistes, où les gens ont vécu avec une certaine instabilité dans leur vie. Donc, qu'est-ce que la religion s'apporte, qu'est-ce qu'il y a de la religion dans cette circonstance? Et en plus, comment est-ce que le blues a perturbé cette croyance ou cette vie religieuse? J'espère que vous avez entendu aussi les mentions des gris-gris, les femmes qui portent le superstition, ou la façon à montrer des croyances inconnues. Donc il y a l'Église, mais il y a aussi cette spiritualité qui était au dehors de l'Église aussi. Et finalement, mon troisième point est un point que je suis très contente que professeur Ibrahim Assek est là, parce qu'il faut qu'on parle de comment cette film, il faut qu'on parle
de les liens entre le blues et la musique de l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, on dit. Dans le film, vous avez entendu parler de cette métaphore du carrefour et de l'Egba, de Haïti. Ousmane Sène a parlé de la musique de James Brown, lui, il parle aussi de ce croisement des rues. Il y a certaines qui portent une certaine emphase sur le carrefour, mais il y a des autres qui parlent de comment la musique du blues est très liée aux musiques du Sahel, la musique de Mauritanie, du Mali, du Sénégal, du fleuve Sénégal. Et quand nous avons décidé à projeter ce film-là, j'ai dit à Ousmane Sembène, je ne peux pas imaginer la discussion sans une intervention du professeur Ibrahim Sek, parce que c'est lui qui est vraiment spécialiste dans ce domaine de la musique, des cultures qu'on partage entre l'Afrique de l'Ouest et cette forme de musique, le blues. So voilà mes trois idées. J'espère que maintenant on peut aller un peu plus loin. So I think peut-être ce qu'on peut faire, je voudrais entendre vos impressions. On commence par là. S'il y a quelqu'un qui veut partager, qu'est-ce qu'ils ont pensé du film? Your impressions. Let's start with just what you saw on the screen and what you think. And then we'll go into les questions plus précises. Did everybody understand that? Was that okay? Okay. So what did you think? Qu'est-ce que vous pensez? I can do like in class. Derrière. Ceux qui sont derrière de salle de classe. Vos impressions. Il n'y a pas une réponse qui n'est pas correcte. Qu'est-ce que vous avez... Et parce que la plupart n'ont pas eu une vraie idée de Robert Johnson, je pense que c'est une bonne idée de commencer là. Avec qui est Robert Johnson maintenant, comme vous avez vu un peu sur cette film. Bon, je vais... Ok. En fait, je veux juste dire que nous avons été impressionnés par cette voix et par ces sons de cette guitare qui nous ramènent à l'origine du blues. Et on voit la trajectoire, effectivement, depuis le début jusqu'à maintenant, jusqu'à James Brown, et une continuité qui exprime l'histoire des Noirs américains aux États-Unis. Depuis l'esclavage, l'émancipation, mais aussi l'exode vers le nord, dans les villes industrielles de Chicago, et jusqu'à maintenant. Donc c'est une continuité, on a beaucoup apprécié, beaucoup appris. Et je pense que c'est une voix magnifique qu'on ne connaissait pas. C'est le son de sa voix. Même quand nous n'avons que quelques enregistrements. So, elle est unique, cette voix. Oui, c'est vrai. Il y avait une ethnomusicologue, Georges Coulinet, de Cameroun. Et lui, il disait que c'est la musique des Noirs américaines et celle de Sud-Afrique qui lui fait penser de quelque chose de très profond, qui est très émouvant. Il y a quelque chose dans la musique qui sort dans le son de la voix ou la musique qui est un peu cet esprit dont vous parlez. So the sound of his voice. Quoi d'autre? Je ne vais pas me présenter en français, je vais me prononcer en anglais. Okay, thank you. I think that Robert Johnson, I don't know many things about him, but I know that African American music, jazz and blues has created a great impact on the life of African American. From the displacement, which we talk about great migration, from south to north,
this music impacted in their life by bringing them into connection with their past or their culture. It is something which is very important. And blues has touched what we call the mainstream. As you talked about the diaspora, you know, from Africa, South Africa. We can notice that the music, jazz, from the blossom of its era, it has helped African American to get connection with others, you know, others ethnic diversities or others, you know, races. Something which is very important, race in common, and uncommon, which is racial identity. It helped them to construct or to reconstruct their identity in Africa, in America, and its past. It is something which is very important because music played a great role in helping them to, to link with their past and reconstruct their identity. Right. This is what I have noticed. Very Once you read Jazz by Toni Morrison, from the rhythms, you will understand that it is so telling. It is from the streets, as we call rap music or jazz from the street, to the mainstream. It was not specified for African American only, but you know, even the white people, they were concerned about it. It was so telling. It was talking about race, talking about identity, talking about culture, civilization, and everything linked to it. Okay. Thanks a lot for giving me the floor. Thank you. That's a very important statement. And what you elaborated on is that there's a way in which black people refound themselves in that music. Que les Noirs américains, on se retrouve dans la musique. Soit qu'ils sont de Alabama ou Chicago, Mississippi ou California, right? That they can find each other. But I hope that everyone noticed there's a part in the film where the narrator talked about playing music in the field. Ce que ça veut dire de jouer la musique dans les champs. Yep. That was also a way of connecting with one another. Right? Slavery. Or for the workers, pour les ouvriers, pour les cultivateurs, dans les champs, who were facing the same conditions. Ce problème s'est posé aussi dans le sud des États-Unis, dans le, comment dirais-je, les adeptes de l'église, même des prêtres noirs, n'acceptaient pas que les musiciens de blues viennent dans l'église, mais finalement, ce sont les bluesmen qui ont gagné. Les gens se sont posés une question, mais pourquoi donc laisserait-on toute la bonne musique au diable? On en a besoin dans l'église aussi. Et c'est ainsi qu'après tous ces débats, le blues est entré dans l'église, et vous connaissez le résultat. Entrer dans une église noire aujourd'hui, le gospel, c'est quelque chose qui vous secoue, qui vous remue vraiment. Et comme vous le savez, Dieu aime la musique, l'esprit aime la musique. Il faut que la musique soit vraiment bonne pour que l'esprit se manifeste. Alors, ce qui est intéressant, et je vais terminer par là, pour ne pas faire une deuxième conférence, ce sont les réappropriations africaines du blues. Des gens sont partis, ils ont créé des choses là-bas, ils ont, par exemple, dans sa forme que nous connaissons maintenant, il y a toujours une évolution. Je ne dis pas que le blues est strictement africain, il y a toujours transformation. Même dans la nourriture, quand on dit gombo, jambalaya, couscous, tout ça en Louisiane, il y a une sorte de transformation. Les gens apprennent. Ce sont des gens qui sont doués d'intelligence et qui, dans un processus de créolisation, améliorent ce qu'ils ont. Les gens apprennent toujours. Et ça, c'est revenu vers nous comme un boomerang. Nous avons vu, nous avons aimé, et nous sommes mis à produire. Il y a beaucoup de gens que vous entendez ici, même ceux qu'on appelle des musiciens traditionnels. En fait, ils jouent du blues, du rock'n'roll. Je connais mieux les chanteurs du Fouta, comme Samba Diessal, qui est mort très jeune aussi, comme Robert Johnson. C'était le plus talentueux de sa génération. On l'appelait James Brown. Beaucoup d'entre nous ne connaissent que ces chansons de Wango. C'est le rythme rapide qui fait danser les gens à l'époque. Mais aussi, il était très bien dans le blues quand il jouait de son molo, c'est-à-dire le monocorde. Il y a aussi Chukel Sam, de Saint-Opal,
lui on appelait Laga de Signe. Kahalplat. Et le Signe de moi. Ça, c'est. Il voulait donc un peu faire semblant de parler anglais. Mais Laga de Signe, c'est du genre, c'est like a sex machine. C'est vrai. Like jump now like a do. Jump now like a do. Some Wolof people they say Wow. jump now like a do. Jump now like a do. Jump now like a do. Alors, Sidi Baïletiam, qui est un non-voyant, qui est toujours vivant, heureusement. Et ce sont ces gens-là qui ont propulsé au cime de la world music des gens comme Baba Mal. C'est vrai. Donc, Alifa Touré aussi a influencé beaucoup de gens. Stones, Janis Joplin, Bob Dylan, la musique populaire des années 60-70 était vraiment influencée par le son, le style de Robert Johnson, Eric Clapton, tous les gens-là. Et c'est-à-dire qu'il y avait aussi un sens de cet style de blues, de Mississippi Delta Blues, qui a voyagé en Europe, en Afrique, en Asie, partout dans le monde, et que ça fait partie de plusieurs sortes de musique internationale, à mon avis. C'est pour nous aux États-Unis, un des problèmes est que l'industrie de la musique sépare les styles de musique entre ce qui est la musique noire et ce qui est la musique blanche, ou bien on ne dit pas ça, mais vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a ça aussi. Par exemple, si vous allez dans le sud-est de la Louisiane, qu'ils appellent le pays des Acadiens, le Cajun Country, blanc et noir racontent les mêmes histoires de bouquets et lapins, ils mangent la même nourriture, jouent la même musique, mais dans un contexte de ségrégation raciale, ils sont arrangés pour dire que ça c'est pour les noirs, c'est le Zydeco, et ça c'est pour les Acadiens, Cajun music. Jim Crow nous a fait beaucoup de mal. La ségrégation raciale nous a fait vraiment beaucoup de mal. Vous avez une question, j'ai vous. Oui, merci. Je voudrais seulement partager une observation. Moi, je suis brésilien et je pense que ce phénomène dû à M. Johnson est sorti. Il était connu dans tous les continents américains du début du XXe siècle. Par exemple, on a le blues aux États-Unis, mais on a la cumbia au Pérou, la Colombie, on a le samba au Brésil. Et l'histoire, c'est toujours la même. C'est la population qui a quitté les champs d'exploration d'esclavitude et allé à la ville, à la grande ville de développement. Et là-bas, ils ont vécu exclus de la vie sociale. Alors, le blues, de même forme le samba ou la cumbia, chantent les quotidiennes, les choses de la vie qui peuvent en sens, qui peuvent vivre. Et ce type d'expression musicale par tous les continents américains, il a été très popularisé quand elle a été blanche. Alors, cette division qui vous parlez maintenant, au Brésil, par exemple, on a de musique noire et de vraie musique. Comme si les musiques qui ne sont pas noires, alors les musiques qui sont blanches sont les musiques de tous les gens. Et les musiques qui sont chantées par les chanteurs noirs sont des musiques d'une partie spécifique de la population. Mais quand on va aux racines de ces musiques-là, pour faire le samba, ou le funk, ou le charme, ou beaucoup de musiques au Brésil, et même en Colombie, au Pérou, aux États-Unis, cette racine populaire, c'est la même. C'est le même contexte historique. Et c'est le contexte historique le plus raciste dans toute l'histoire des Amériques. C'est le contexte juste après la fin de l'esclavitude, de l'esclavage. Alors, et pourquoi c'est le contexte le plus raciste de toute l'histoire des Amériques? Parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas l'esclavage pour faire la séparation de la société. Et tous les gens étaient en dispute pour le marché du travail. Alors, le racisme est structuré des relations sociales au Brésil, aux États-Unis, toute l'Amérique latine. Alors, moi, j'ai été très touché par le documentaire quand je pense à cette relation qui sont très communes, je pense, qui sont structurales de la production culturelle
dans tous les continents américains dans cette période-là. Merci. Merci. Non, c'est très important à signaler que ça c'est un phénomène qui est plus grand que les États-Unis eux-mêmes. Et les liens entre le cumbia, le samba et l'histoire de ces formes de musique, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et les autres questions? Merci de m'avoir donné la parole et félicitations pour les brillantes interventions. J'ai beaucoup appris en fait aujourd'hui en apprenant sur Robert Johnson, parce que c'est la première fois que j'entends parler de lui. Souvent on entend parler de B.B. King et les autres. Et ce qui m'a le plus fasciné, c'est en regardant le film, c'est de voir la connexion entre la naissance du blues à travers une certaine évolution qui émane des spirituals, le gospel, et de voir que ça coïncide un peu avec la période de libération, juste au lendemain de Reconstruction Period, de voir que peut-être que c'était le génie créatif humain qui a pu donner le blues en fait. Peut-être que c'était une certaine façon de voir qu'il y avait la mainmise du système, de power structure, qui faisait que les gens, le blues, le spiritual, le gospel, tout ça c'était toléré. Et qu'en certains moments, il fallait créer autre chose qui reflétait un peu la réalité des Africains américains à l'époque. Donc c'est ce qui est intéressant en fait, en voyant cela. Et voir que toutes ces personnes dont on parle aujourd'hui, les B.B. King et les autres, ne sont juste que l'héritage de Robert Johnson. C'est son fils, ou grand-fils, qui disait que c'était comme il a cherché quelque chose, une liberté qu'il n'a pas vécue. Il a cherché quelque chose dans la musique ou dans la façon de créer quelque chose complètement différent qu'avant. Je pense aussi qu'il y a une histoire de sa famille, de les relations intimes qui sont dans son biographie. Et il faut penser un peu de ça. De ton commentaire, ça m'a fait penser du fait que peut-être dans le arrière-plan, on a entendu les femmes dans sa vie, les femmes qui ont décidé, ses enfants, peut-être sa maman. C'est un peu difficile à connaître toute sa vie à cause de ses silences. Mais ça m'a fait penser de comment les femmes dans la communauté noire ont soutenu cette carrière de musique de leurs hommes ou leurs fils ou leurs grands-fils, leurs oncles. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? L'histoire de Robert Johnson m'a donné l'idée de le bluesman. Il n'était jamais dans dans une maison. Il ne restait pas chez lui. You know, there's the saying, Papa was a Rolling Stone. You know, ça vient un peu de ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que, or maybe the way to ask that question is, nous avons entendu parler de ce phénomène du diable. Et que le fait qu'il y avait les femmes dans l'église qui ont dit à leurs hommes, écoute, il ne faut pas aller dans la direction du diable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont, pris cette métaphore du diable pour s'exprimer? I hope I'm making myself understood, but why is it that the women in this community were so concerned about the devil? Yes, and then, yes. Voilà, merci. Je sais pas, moi j'essaie je travaille beaucoup sur les images, hein, mais ce que par rapport à cette question, bon, j'ai dit
les Noirs, de toute façon, ils ont été formatés au niveau de la religion chrétienne. C'est-à-dire, pour qu'ils acceptent l'esclavage, il fallait qu'on leur apprend au niveau de la Bible la soumission, les parties de la soumission. Comme a montré le film de, comment on appelle ça, sur Nocturne. Voilà, il dit, dans la Bible, c'est-à-dire la partie révolutionnaire de la Bible a été mise de côté, et on a appris aux Noirs la partie de la soumission. Donc, il fallait qu'ils soient soumis quelque part. Mais le blues arrive et perturbe. Comme a dit l'autre, il dit, oui, le blues, c'est par rapport pour reconnecter avec leur passé. Mais les esclavagistes n'ont jamais voulu que les Noirs reconnectent avec leur passé. Donc, oui, il y a un problème donc, qui se pose. C'est-à-dire, ces Noirs qui ont perdu leur repère, hein, et qui en même temps, ces gens comme Johnson, moi, que je trouve qu'il joue le rôle de griot. C'est-à-dire, ces gens qui essaient de transmettre des messages qui, dans un contexte d'esclavage, qui essaient de l'adapter, comme dit Sec. C'est-à-dire, quand vous êtes propulsé dans un autre, vous essayez d'adapter ce que vous avez appris. Donc, moi, je le prends comme un griot. Je prends tous ces gens-là, comme James Brown, comme des griots. Parce que les paroles qu'ils disent, c'est des paroles tellement profondes. C'est des paroles où on apprend tellement de choses. James Brown, qui n'a pas fait l'école, mais quand il te dit des choses, mais tu te dis, où est-ce qu'il a pris tout ça? Voilà, donc moi je pense que ce conflit, en tout cas, je le vois, bon, par rapport à ces esclaves qui ont été formatés, et on ne voulait pas qu'ils reviennent vers le passé, donc si vous amenez le blues, vous commencez à créer un problème. Voilà, donc maintenant il y a un problème qui se pose. Est-ce que ces Noirs qui disaient ça n'étaient pas encore libres? Ils n'étaient pas encore libres. Voilà, moi je pense que ça c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Bon, pour ce qui est de l'instabilité conjugale, chez le bluesman, ça c'est facile à comprendre. Mais il faut savoir que c'est une société qui a été déstabilisée depuis le début, depuis le temps de l'esclavage. Même quand vous regardez les inventaires de plantation, il n'y a pas d'homme. Une famille, c'est une femme et ses enfants. L'homme ne compte pas. Et très souvent d'ailleurs, on vendait une famille entière, bon, le père reste là ou bien on l'a envoyé ailleurs, ça c'est pas le problème. On a tout fait donc pour détruire l'unité, comment dirais-je, la cellule familiale. Et ça s'est répercuté aussi sur les périodes suivantes. Ouais. Même si la plupart des Afro-Américains que je connais ont une notion extrêmement solide de la famille. Et qui sont très attentifs à l'éducation de leurs enfants, mais aussi qui ont un sens très élevé de la vie communautaire. Voilà. Mais comme vous le savez, le musicien est un nomade. Il est très nomade, il se déplace, il a une vie qui est comme ça. Tout comme chez nous ici, nous avons le même phénomène. La plupart des musiciens ici, surtout les générations des Pap Sec et autres là, bon, Pap Sec, c'est toujours marié avec les signants bien sûr, mais pour la plupart, ils vivent dans l'instabilité conjugale la plus proverbiale. Des gens comme Baba Mal, ça c'est l'esprit nomade. Hein. Donc ils faisaient leur lapide, vous savez, de la poule, c'est-à-dire tourner jusqu'en Côte d'Ivoire, etc. Donc ça c'est inhérent même à la vie du musicien. Voilà. Did you have your hand up, Sarah, and then... Well, I was going to say something that Mr. pretty much explained fairly well. But I will add that something that's kind of struck me very much in the film is the precarity of his family life. And I was kind of curious as you kind of raised the question about kind of the kind of gendered labor that was not explored or was not known, and how he kind of survived through his young adult life, considering that he wasn't kind of within the confines of kind of how the normal heteronormative familial life. And I was kind of curious about these kind of women who are mentioned, right? Because he was kind of known to be a womanizer of sorts. So I'm kind of curious as to kind of those women who are also participating in his life and what kind of support networks were kind of offered to Robert Johnson, but also to kind of musicians of the Mississippi Delta more broadly. Well, we don't know as much as we should about him.
but if you read more, and a lot of this is on the internet even, his mother insisted on education. She as a young person, when he would come back to these towns where she was, because she married and remarried, and no one knows, well, they know who his father's name was, but not that his mother and father were married. He was always called the most educated. He was the one who had gone to school and done really well. So, as Sek was saying, le fait qu'elle a insisté sur l'éducation, ça c'est quelque chose qu'on voit dans la communauté des Noirs, surtout après l'esclavage. So there was that. And also the fact that after slavery, il y a un livre qui vient de sortir de Tara Hunter, l'historien de Tara Hunter, sur le mariage dans les communautés des esclaves, que malgré le fait que c'était interdit, ils se sont mariés. So you have this sort of way in which family is always they're always trying to create family. So pour moi, ce que j'ai vu est que cette idée de diable, ou la façon de parler du diable, c'est une façon à dire que ça va t'amener loin de ta famille. Ça va t'amener quelque part où tu ne peux pas, tu n'as pas la responsabilité, même quand on n'aime pas travailler dans les champs, il faut rester ici, il faut faire. C'est une des raisons pour laquelle la famille de sa deuxième femme ne voulait pas qu'il se marie. And Ousmane, you wanted to... Oui, non. D'abord, vous remercier. Remercier l'assistance, m'excuser parce que la fonction de directeur m'oblige tout à aller dans mon bureau. Mais je crois que